J'ai une question pour les deux premières interventions. Est-ce que dans vos recherches, dans vos enquêtes, vous avez remarqué qu'il y avait des différences en fonction de la taille des entreprises, en fonction du secteur aussi, de la nature en fait, de la production de ces entreprises? Et si oui, lesquelles? Voilà, pour rentrer un peu plus dans les détails. Oui, parce que là, je suis un peu légère. Oui, mais tout d'abord, je voulais vous remercier parce que ça nous a apporté un retour au regard des expériences qu'on a nous-mêmes vécues, qui est tout à fait important. Au-delà d'une question, moi j'ai envie quand même de poser, de mettre en perspective un petit peu ce qui est en train de se passer et de vous demander votre avis sur la société qui est en train de se préfigurer au travers, je dirais, de ces transformations volontaires ou imposées, hein, puisque généralement, moi, je préfère parler de travail à domicile dans la période de confinement plutôt que de télétravail qui était un peu institutionnalisé avant et qui recouvre, je dirais, quelque chose de maîtrisé, alors que ce que nous avons vécu pendant les 2 dernières années, c'est quelque chose qui nous a été imposé avec tous les aspects contradictoires que vous avez évoqués. En même temps, comment aborder ces nouvelles possibilités, je dirais, d'organisation du travail, de l'enseignement, de transmission des connaissances? Je donne un exemple, dans mon propre service, on utilise depuis 10 ans la formation à distance. Mais on le fait d'une manière qui a été, je dirais, progressivement maîtrisée en termes pédagogiques et qui a permis, évidemment, de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire en présentiel, notamment des formations, des diplômes universitaires en direction de la formation d'épidémiologistes dans les pays d'Afrique ou d'Asie, hein, pour donner un petit peu le cadre. Donc des choses qui ont permis d'éviter les déplacements, encore que certainement que l'expérience de la venue en France est beaucoup plus intéressante, à mon avis, que la suivi des cours simplement à distance. Mais c'est une question qui se pose. Et l'autre question qui se pose, c'est ce mode de société qu'on nous préfigure, qui peut être utilisé pour répondre à l'absence de moyens en termes de formateurs, c'est-à-dire on devrait embaucher beaucoup plus d'enseignants-chercheurs, et on devrait embaucher beaucoup plus de personnel dans bon nombre de secteurs d'activité professionnelle. Or là, on a des outils qui, au lieu d'être au service, je dirais, de l'amélioration des conditions de travail, sont, semble-t-il, un moyen d'asservissement supplémentaire. Et moi, j'ai presque envie de dire un retour au 19e siècle, parce que le travail à domicile, c'était quand même la caractéristique du travail à cette époque-là. Voilà, je vais m'en arrêter là, mais c'est peut-être pour donner. Et puis, un dernier élément, peut-être, qui n'est pas un détail. Dans cette période où on parle beaucoup d'écologie et de réduction des problèmes de transport moi, j'ai constaté que certains cadres dans l'université où je travaille utilisaient l'argument, je dirais, du télétravail comme un moyen de répondre à la crise et à l'éloignement entre lieu de travail et lieu d'habitation. Et vous le savez bien, dans la métropole de Bordeaux, tous les problèmes de transport qu'il peut y avoir, ça peut apparaître, et ça apparaît pour un certain nombre de salariés, comme la réponse, en tout cas, une tentative de réponse à leurs problèmes de transport. Voilà. Donc, je prends une troisième question, et puis nous demanderons à nos 3 intervenants de répondre à nouveau. Moi, j'ai bien aimé la distinction parce que je suis enseignante, donc c'est vrai qu'on n'a pas pratiqué de télétravail. Mais un élément qui n'a pas été abordé, c'est la relation aussi qu'on a vécu peut-être de manière plus abrupte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça nous a mis dans un autre contexte. Tu l'as dit que le contexte de la classe, donc tu as parlé de la relation avec les élèves, mais il y a aussi les relations avec la famille. C'est-à-dire que dans une classe, il y a quelque chose de très particulier qui se construit. C'est une relation avec des élèves, mais aussi une relation avec un groupe. Là, avec l'enseignement à distance, on a perdu la relation avec le groupe de classe. Et les élèves, avec l'hétérogénéité dans les classes, l'effet groupe, en fait, ça a l'effet d'entraînement. Là, il y avait plus, c'est-à-dire que les élèves étaient renvoyés seuls à leurs difficultés. Et ils ne s'en sont sortis, en fait, que les bons élèves. C'était pire que dans la classe. Et après, on a eu des parents avec un phénomène un peu intrusif, c'est pas jugeant,
Voilà, donc il y avait souvent pas d'ordinateur, un téléphone. Moi, j'enseigne l'éducation prioritaire. Ça a été en collège, ça a été encore plus dur. Donc, soit il y avait un téléphone, soit il y avait un ordinateur, mais à partager avec les frères et sœurs ou avec la famille. Comme tu l'as dit, nous, on a été confrontés à le jeudi, on confine, le lundi, il fallait qu'on télétravaille, on ne s'est même pas réunis à l'équipe. Normalement, on a un emploi du temps semaine avec des heures de cours réparties. En fait, les enseignants ne se sont pas réunis, donc ils ont proposé des choses sans qu'on se coordonne. Donc, il y a une masse qui est arrivée auprès des familles. Donc, ça a été pour eux très compliqué. Il y a eu ce mois pour s'organiser, pour gérer. Puis après, les parents, ils ont eu un regard différent sur la relation à la classe. C'est-à-dire qu'ils ont eu l'impression d'être dans la classe. Voilà. Donc, pour nous, il y a eu des retours aussi. À un moment donné, ils se sont mêlés de choses dont ils n'ont pas à se mêler dans la relation pédagogique particulière, individuelle avec les élèves et collective. Ça a été aussi difficile à aborder. Après, il y a un autre point qui est à soulever aussi, c'est qu'on a perdu le travail collectif. Tu as beaucoup parlé des enseignants, mais dans un établissement scolaire, il y a une équipe pluriprofessionnelle. Et dans des établissements en particulier avec des situations difficiles, comme les établissements d'éducation prioritaire, mais là, on ne pouvait plus travailler en équipe. On était vraiment isolés de nos collègues, CPE, infirmières, voilà, et les surveillants. Donc, quand on a senti cette rupture avec les élèves, eh bien, l'équipe pluriprofessionnelle qui se voit au quotidien dans l'établissement, ben là, elle ne fonctionnait plus. Voilà. Et il y a des choses qu'on ne peut pas faire à distance. Donc là, ça a été aussi assez difficile. Et après, ce n'est pas la même chose. L'usager, nous, on a une relation avec des usagers. Ce n'est pas une relation de salarié au travail. Ce n'est pas un salarié à domicile ou dans un cadre de travail. Nous, on a une relation de service public en contact avec des usagers. Et là, le travail à distance, je ne vois pas comment on peut mettre en contact avec des usagers. Et en plus, il y a un autre problème aussi qui est très délicat, c'est qu'on s'immisce dans la vie privée de nos élèves et de nos familles. C'est-à-dire qu'on voit comment c'est chez eux, ils voient comment c'est chez nous. Et là, cet élément aussi est très fragilisant et explique en partie un décrochage très rapide dans les milieux sociaux fragilisés. C'est-à-dire que quand on les fait venir, les élèves comme les familles, dans une établissement scolaire, qu'on établit un lien collectif, et avec les enseignants et les équipes, c'est différent. Là, beaucoup l'ont vécu comme si on allait voir ce qui se passait chez eux. Donc, moi, je le dis en collège, en éducation prioritaire, la rupture, elle a été immédiate et on n'a jamais retissé vraiment de lien. On a très rapidement perdu des élèves. On a d'autres questions après, mais déjà pour s'y répondre, il y a une question qui est intéressante sur la taille. La première question pour la taille des entreprises. C'est peut-être Sophie qui va pouvoir, parce que, à moins que vous ayez aussi une idée, des avis sur la question. Donc allez-y. Après, les sous-questions, je pense que là, tout ce qui concerne oui, c'est ça, on peut renvoyer. Alors, on n'a pas forcément de statistiques, mais c'est vrai que sur l'enquête de l'UGIC, il y a des résultats sur le site de la DARES aussi. C'est globalement plutôt les grandes entreprises qui proposent davantage le télétravail que les petites structures. Il faut imaginer, alors c'est très très difficile en plus de généraliser parce qu'en effet, se croisent aussi les effets de secteurs. Voilà, comme on l'imagine, dans le secteur industriel, il y a certaines catégories de salariés qui ne peuvent pas accéder au télétravail, dans le care, etc. Voilà. Donc, évidemment, il y a des effets de secteur, il y a des effets de taille aussi parce que dans une petite structure, on va plutôt miser sur l'informel, sur des petits arrangements avec ce que ça peut avoir de sympathique et ce que ça peut avoir de pas forcément très sympathique. J'ai en tête quelqu'un qui me disait il ne faut pas être le ringard qui retourne au travail parce que en fait, ça fait on se fait mal voir si on dit qu'on n'a pas envie de télétravailler. Donc, il y a une sorte de contrôle comme ça, alors que dans une grande structure, évidemment, il y avait un peu plus d'antériorité aussi sur les très grandes entreprises qui avaient déjà signé pour certaines d'entre elles des accords de télétravail et qui ont été plus à même aussi, en termes d'équipement, etc., de réagir plus facilement. Donc, on est plutôt plutôt du télétravail dans les grandes entreprises.
à voir s'il est peut-être informel dans les petites structures. Peut-être juste, avant de passer la parole, je crois que ce que vous disiez est aussi assez révélateur de cette difficulté à dire ce que le numérique fait. Parce que le numérique, il ne fait rien. Le numérique, il est utilisé comme un outil pour servir d'autres finalités. Et donc, bien sûr, si il est utilisé dans des logiques de réduction de coûts, de rationalisation, on va avoir ces effets-là. Mais je pense que, je suis aussi enseignante, je pense que le numérique, il a aussi permis un certain nombre d'évolutions dans le suivi, dans la continuité présentielle, distancielle, dans des formes pédagogiques nouvelles. Pourquoi pas, voilà. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait, avec quelle finalité et dans quelle logique. Et voilà, moi, je vous rejoins sur le fait que dans l'enseignement supérieur aussi, ça peut servir ça peut servir de moyen finalement de réduire des effectifs, de réduire les moyens. Donc, c'est toujours ce que dit aussi Lugit, pourquoi pas, mais si on met les moyens qui vont avec, et si on forme, et si on accompagne. Les deux autres questions, alors notamment sur les questions des collectifs de travail et des questions multiples soulevées Dominique, qui veut répondre. Sophie. Non, c'est difficile pour moi, mais collectif de travail, alors pour qui, dans le monde de l'enseignement, on voit que voilà, ça a des impacts. Ce que je veux dire, c'est que justement, je vais donner l'exemple de ma boîte, excusez-moi, c'est celle dont je parle le mieux, qui est quand même Enedis, donc voilà, vous imaginez à peu près la taille. Tout le monde n'a pas pu basculer dans le télétravail du jour au lendemain. Les techniciens d'intervention, eux qui n'ont pas de tablette ou d'ordinateur en permanence sur eux, puisqu'ils interviennent, et même c'est aussi du service public, ils interviennent sur le terrain en cas de panne de courant, etc. Ah ben voilà, ça tombe bien, mais je vous préviens, je ne vous connais rien. C'est pas mon truc. Mais non, mais voilà, disons que ça a permis, ça a accéléré, par exemple. Vous voyez, ces gens-là, ils aimaient bien se retrouver le matin à la boîte chez les techniciens. C'était un peu, voilà, on se retrouve un quart d'heure avant, on boit le café, on échange pas mal d'informations sur les conditions de travail. Voilà. Et nous, c'était aussi, par exemple, parlant de collectif syndical, d'aller à leur rencontre ce matin-là, de discuter avec eux. Et bien oui, du coup, la direction, qu'est-ce qu'elle a accéléré? Parce que ça a été un gros chantier derrière. On a mis en place le plan, le projet industriel et humain. Oui, mais on a mis la prise de travail sur le chantier direct pour ces populations. C'est-à-dire qu'en fait, on leur a dit, c'est génial, vous allez partir directement de chez vous, aller directement sur le chantier, donc avec un impact sur le temps, le trajet, etc. Parce que ce n'est pas pareil de passer par le travail ou d'aller directement sur un chantier à Pétaouchnok, ramener donc son véhicule professionnel, son gros véhicule bleu chez soi, etc. etc. Donc, vous voyez, du coup, on dirait que les directions ont profité, y compris sur ces populations qui ont du mal à faire télétravailler, à casser le collectif, y compris ces gens-là, qui du coup, on leur dit, vous allez directement sur le chantier qu'on vous demande, et là, ils se retrouvent plus qu'un ou deux isolés, et certains repasser par le travail le soir pour déposer le véhicule et se bricher entre eux, même ça, on dit, c'est plus la peine, vous rentrez directement chez vous, et voilà. Donc après, ils s'appellent et tout, mais c'est plus pareil. Ça a fait exploser des tas de choses. Alors ça, c'est un exemple. Je ne sais pas si j'apporte une réponse, mais vous voyez, là, tout à l'heure, j'ai eu un échange de textos. On a décidé de lancer un appel à la grève locale parce qu'on a un agent qui passe en conseil de discipline aujourd'hui. Et ben, on s'est créé un petit collectif sur WhatsApp pour dire, bon, les camarades, là, les relais sur les sites, relancez vos collègues pour… eh bien, ah ben oui, alors attends, ils sont tous en télétravail aujourd'hui, donc je vais les contacter, je vais créer
une conversation. Enfin, c'est compliqué, quoi. Vous voyez, là, tous les aspects. Pour vous dire aussi qu'en tant que syndicaliste, c'est dur. On n'a plus du tout la même façon de s'adresser, y compris ceux qui sont nos relais syndicaux. Ils sont là, bah oui, mais je ne les ai pas en face de moi, mes collègues. Je vais essayer d'eux. Et puis par là, l'efficacité, je ne sais pas si elle sera la même. On verra ce soir avec le pourcentage. Mais c'est pour vous dire tout ce que ça. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. Mais je donne l'exemple de la boîte et la version voilà, des salariés. Enfin, ce qui se passe, y compris pour ceux qui ne sont pas censés faire du télétravail, y compris là, on en a profité pour casser des collectifs. Et donc, nous, c'est ce que je disais tout à l'heure, dans notre façon de fonctionner, y compris en tant que syndicaliste, c'est très compliqué. Voilà, je laisse étayer. Cette question sur la relation avec les familles. Oui, il y avait plusieurs questions. D'abord sur la question des collectifs de travail et de la façon dont le collectif a été un peu miné par cette période-là. On le voit au niveau syndical, on le voit aussi dans les équipes, même si parfois on a essayé d'inventer d'autres choses de manière très informelle pour essayer de garder ce lien d'une manière ou d'une autre. Je parlais des petits groupes WhatsApp. Bon, maintenant, chez nous, on a tous l'habitude, quand on a une réunion au ministère en visio, on se fait tous nos groupes WhatsApp en parallèle pour pouvoir se dire là, on réagit à telle ou telle situation, on répond ça à un tel, et on essaye de recréer du collectif. C'est pas l'idéal, mais il y a eu parfois aussi ces tentatives d'adaptation. Donc, vers quelle société on va, ce qui est certain, c'est qu'on va quand même dans une société, le modèle qui se présente à nous, c'est celui d'une société où les relations humaines changent, la relation à l'autre change. Après, avec peut-être aussi voir comment on arrive à contrecarrer collectivement certaines de ces évolutions. Après, sur la partie, je dirais, plus éducation, sur la relation aux familles. Effectivement, la relation a été complètement transformée avec, je dirais, un regard un peu ambivalent, parce qu'il y a aussi des familles qui ont reconnu le travail qui avait été fait à cette occasion. Alors, au début, en nous disant, au bout de 5 jours, en nous disant, mais arrêtez, en fait, ça suffit, on n'y arrive pas, il y a trop d'exercices, en fait, ou des parents qui nous ont dit, ah, mais en fait, c'est compliqué d'être prof. On a eu beaucoup de retours de parents qui nous ont dit, bah, on n'arrive pas à faire l'école à nos enfants. Et, ah bah oui, en fait, prof, c'est un métier qui s'apprend. Prof, c'est un métier qui s'apprend, ça ne s'improvise pas. Donc, il y a eu le côté un peu positif sur, je dirais, l'image du travail des enseignants, mais le côté négatif, c'est qu'effectivement, il y a une forme parfois d'intrusion dans ce qu'on fait, avec la possibilité de contrôler, de regarder et finalement de porter un jugement pédagogique sur ce qu'on fait. Donc, la relation aux parents, je dirais que je n'irai pas jusqu'à dire qu'elle sort complètement abîmée de la période de Covid. Il y a une forme d'ambivalence, mais c'est vrai qu'il y a aussi des aspects négatifs qu'on a pu constater, alors après de manière peut-être différente selon les établissements, mais on sent quand même qu'il y a désormais des réflexes plus rapides de jugement et d'intrusion sur le travail pédagogique. Après, sur le côté travail en équipe et ce qui se passe avec les familles, effectivement, il n'y a pas que les enseignants et les CPE, d'ailleurs, ont vu aussi leur métier complètement changer, les conseillers principaux d'éducation, à qui parfois il a même été donné des objectifs. C'est-à-dire que parfois, il y a des chefs d'établissement qui ont dit au CPE, vous allez contacter tant de familles tel jour, par semaine, etc., oubliant le caractère très qualitatif et humain de ce qui est le travail d'un CPE, qui est d'essayer d'aller voir ce qu'il y a derrière les difficultés des familles. Et là encore, on s'est retrouvé face à des collectifs. C'est un travail individuel et collectif qui était rendu beaucoup plus compliqué. Et je terminerai juste sur le côté enseignement à distance. Finalement, on rentre dans le cercle familial des élèves et eux sont rentrés dans notre cercle privé aussi, dès lors qu'on était en visio, et enfin pour ceux qui ont choisi de faire de la visio. Et en fait, les choses se sont construites petit à petit. C'est vrai que la première fois pour certains d'entre nous, quand on a fait des visios et qu'on s'est retrouvés face à nos élèves et on voyait que derrière eux, c'était leur chambre, c'était mal rangé, c'était ceci, c'était cela, et qu'eux voyaient notre bureau ou notre domicile, il y a pu y avoir des moments de flottement. On s'est adapté après en disant parfois à nos élèves, vous ne mettez pas la caméra, etc. etc. Mais ça a aussi changé parfois notre regard sur eux et leur regard sur nous. Merci. Alors, une question ici. Je voudrais juste dire que je suis complètement reconnue dans le
aussi 3 périodes de confinement. Je suis complètement identifiée à ça. Et je me suis interrogée pendant cette période où j'ai galéré, comme vous l'avez décrit tout à fait, sur notre enseignement et notre capacité à préparer nos élèves à l'autonomie. Dans le sens où j'ai enseigné tant bien que mal devant une caméra, avec des élèves qui n'avaient pas de caméra, qui ne voulaient pas montrer leur intérieur, enfin, tout est possible. Il y a énormément de situations. J'ai eu l'année suivante les mêmes élèves, parce que je suis les élèves d'une année sur l'autre, et je me suis aperçue que, bien qu'ils nous aient rendu le travail parfaitement, bien fait, ce sont d'excellents élèves qui ne sont pas en difficulté, contrairement à ce qu'a dit la collègue. L'année suivante, ils ne savaient rien. Ils n'avaient rien appris, mais rien du tout. Et ils n'avaient aucune capacité de travailler de façon autonome. Et là, je me suis remis en question dans le sens si, avec notre public captif au lycée, où on est sans arrêt en train de contrôler leur présence, et qui sont là. Ils sont là 8 heures par jour. Mais dans quelle mesure notre métier les prépare à travailler de façon critique, autonome, réfléchie, avec des conditions de travail. Et en fait, je pense que le numérique fait ressortir, l'usage du numérique fait ressortir plein de questions sur nos conditions de travail, de façon qui souvent apparaît comme illusoire. On sait très bien que les élèves, s'il n'y a pas la caméra, peuvent écouter autre chose, et nous aussi adultes, et les étudiants aussi, ils sont sur Facebook pendant que le professeur magistral magistre, et ainsi de suite. Il y a énormément d'illusions. Merci. Merci. Je vais prendre une ou deux autres questions ici. Oui, ce n'est pas une question, c'est une réflexion concernant l'éducation nationale. Ces périodes de confinement a aussi montré, je crois, alors il faut relativiser ce que je vais dire par rapport aux matières et puis aux régions également, mais ça a révélé, je crois, l'inutilité des corps d'inspection. Pour certains enseignements et dans certaines régions, les corps d'inspection ont été totalement absents. Quand je dis totalement, c'est véritablement totalement absent. En anglais, par exemple, dans l'académie de Bordeaux, je crois qu'ils se sont manifestés de mémoire par une lettre qui est arrivée en mai. Voilà. Encore une question. Alors, réponse par rapport à la lumière. En fait, on n'a pas trouvé l'interrupteur, puisque donc, vous serez condamné à rester dans la pénombre jusqu'à encore 10 dizaines de minutes. Désolé. Alors, la question. C'est peut-être de l'autre côté. Je me posais une question juste par rapport au fait que vous disiez qu'il y avait un problème pour les élèves de suivre les cours, qu'il y avait des différences, donc certains qui n'avaient plus du tout à suivre, et d'autres qui étaient déjà dans les premiers de la classe arrivaient bien à suivre. Est-ce que si on continue sur un télétravail, on ne va pas avoir un problème de régression totale du niveau français petit à petit au fil des années? Voilà. Et selon quel impact ça pourrait avoir en général sur la société? Question de la France au centre. Bravo. Alors, la question de Vincent, et après, je vous propose de répondre, puisque leur tour. Il a été question des élèves, des parents et des enseignants. Extérieurement, si je puis dire, par le biais des médias, on a eu l'impression que les relations entre la plus importante fédération des parents d'élèves et les syndicats enseignants avaient été particulièrement efficaces et convergents. Est-ce que c'est une impression ou est-ce que ça correspond à une réalité, ce dont, évidemment, pour l'avenir, je me féliciterai. Merci. Donc, voilà, au choix.
3 questions de Ouais. réponse. Alors, pour commencer sur les questions d'autonomie. L'autonomie des élèves s'est-elle accrue pendant la période du Covid? Alors, on a les deux discours. Et on a le ministère, notamment, qui dit que cette période a été formidable pour développer l'autonomie des élèves qui se sont trouvés, qui, par la force des choses, ont développé leur autonomie. Alors, il y a plusieurs enquêtes qui ont été faites par l'ADEPE à différents niveaux sur le premier degré, le second degré, et qui montrent statistiquement que les élèves ont gagné en autonomie. C'est un grand sujet de débat avec le ministère, parce que nous, on leur dit, on constate quand même que cette autonomie, elle est inégalement maîtrisée, que ce n'est pas tous les élèves qui ont gagné en autonomie. Certains ont pu gagner en autonomie. Je dirais que ceux qui bénéficiaient d'un cadre qui était favorable aux apprentissages, bien évidemment que ça ne leur a pas posé problème d'être tout seul face à un exercice de maths ou un texte de sociologie pour apprendre à le décrypter. Et eux, moi, je veux bien reconnaître qu'eux ont pu gagner en autonomie. Mais pas toutes et tous les élèves, ça c'est certain. Et après, aujourd'hui, je suis d'accord sur le fait qu'on en voit les conséquences dans nos salles de classe. On l'a vu notamment au retour du confinement, je pense même à la rentrée 2020, quand on donnait un exercice à faire à nos élèves, tous ne réagissaient pas de la même manière. Et certains attendaient, encore plus que d'habitude, qu'on puisse dire ce qu'il fallait faire. Donc, la question de l'autonomie des élèves, elle est cruciale. On n'a pas tous, selon le point de vue des acteurs, on n'a pas tous la même analyse de la chose, mais ça renvoie à la question finalement quel bilan on tire en termes de niveau, en termes de maîtrise des savoirs. Là aussi, il y a des enquêtes qui ont été faites qui montrent quand même que les écarts se sont creusés. Par exemple, là, il y a une enquête faite par le ministère en début d'année sur la question du niveau de la maîtrise de la lecture en 6e. Les écarts se sont creusés entre les élèves de l'éducation prioritaire et les élèves qui sont hors éducation prioritaire. Oui, les inégalités sociales se sont creusées. Et au-delà des inégalités qui sont objectivables, du type le nombre de mots que lisent les élèves à la minute, etc., qui nous permet de faire ce constat-là, tous, en tant que professionnels de l'éducation nationale, on a vu apparaître, nous, au SNES-FSU, on nomme des fragilités. C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas complètement objectivable, mais on voit que les élèves sont plus fragiles dans la maîtrise des connaissances, dans la maîtrise de la méthode, et que ça rend la progression plus compliquée. Et oui, on a des craintes pour la suite. De toute façon, on voit bien certains élèves être en difficulté, peut-être renoncer à certains objectifs d'une manière ou d'une autre, et des élèves qui subissent un peu la période actuelle. Donc oui, ça peut avoir des effets à court et à moyen terme, et c'est la raison pour laquelle nous on dit que c'est là maintenant qu'il faut mettre le paquet sur les questions de moyens pour l'éducation. S'il y a bien un moment où on doit faire des efforts, c'est maintenant pour rattraper tous ces élèves qui soit ont décroché, soit sont en difficulté, soit présentent des fragilités. Mais oui, c'est une inquiétude qu'on a à court terme et à moyen terme. Après, sur la question, la question des corps d'inspection qui ont été inutiles, absents, etc. Alors oui, il y en a effectivement qui se sont réveillés au déconfinement en me disant au fait, l'école va réouvrir, donc voilà. Mais ça renvoie finalement au bilan du fonctionnement de l'institution pendant cette période, qui est celui qu'on a été seul. On a été très seul pendant le premier confinement et en fait depuis 1 an et demi. C'est-à-dire que c'est nous qui avons tenu les collèges et les lycées. Personne d'autre. Ce n'est pas le ministre, ce n'est pas les corps d'inspection, ce n'est pas les recteurs, ce n'est pas les directeurs académiques, c'est nous qui avons tenu les établissements ouverts. Jean-Michel Blanquer peut bien nommer son livre École ouverte, toujours est-il que c'est nous qui avons fait le travail. Et pour finir sur la question des relations avec les parents d'élèves, au niveau national, on a eu d'assez bons échanges avec la FCPE. On s'est retrouvés à signer des communiqués communs pour justement demander d'abord la sécurisation des établissements d'un point de vue sanitaire, mais aussi les moyens nécessaires pour rattraper ce qui n'a pas été fait. Et on se retrouve sur l'idée que là, il y a un enjeu éducatif énorme qui doit passer par un investissement exceptionnel de l'État. Et ça, c'est une ligne sur laquelle on se retrouve depuis mars 2020. Voilà. Est-ce que il y a une question qui a été posée sur la baisse du gros. Oui, une question qui a été posée sur la baisse potentielle du niveau général. Alors, je sais pas. Alors, parce que c'est un étudiant de l'IT, je crois, qui a posé la question.
Non, oui, donc je m'adresse à Marie qui enseigne à l'université. Alors, c'est peut-être un peu juste, parce que maintenant, il va y avoir les périodes d'examen, il y en a plus. Est-ce que c'est une crainte légitime ou pas? Là encore, c'est très difficile là, de poser des pronostics. Ce qui est sûr, c'est qu'on vient de traverser tous une grande épreuve et qui nous a beaucoup fragilisés dans les enseignements, dans la solidification des savoirs. Après, voilà, on peut tous espérer que les moyens seront mis pour pallier ça. Et encore une fois, je pense qu'on peut aussi utiliser le numérique pour favoriser aussi d'autres formes d'apprentissage. Et je reviens sur la question de l'autonomie. Il faut faire attention. Alors, on l'entend aussi en entreprise. Il faut être autonome, c'est bien. Oui, voilà. Et puis les gens sont équipés, maintenant ils savent faire. Alors, ce n'est pas la même chose de savoir utiliser les outils et de savoir comment les utiliser, on le voit bien, mettre ou pas sa caméra, intervenir à distance, se rendre visible sur les réseaux sociaux, sur les WhatsApp, etc. Ça renvoie, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, sur des formes de disposition sociale, en fait. Et donc, on crée, en fait, des inégalités. Donc, je pense que je crois que la plus grande crainte qu'on peut avoir, ce n'est pas celle d'une perte de savoir général, c'est surtout d'inégalités croissantes parce qu'on n'est pas égaux dans la capacité à devenir autonome et à finalement acquérir cette autonomie, y compris en entreprise, où il y a un bouquin là, de Pascal Huguetto qui dit qu'il faut organiser l'autonomie au travail. En fait, l'autonomie, ça s'accompagne, ça s'organise, et ce n'est pas une vague injonction ou un trait de personnalité. Ah ben lui, il est autonome, lui, il ne l'est pas. Il faut dénaturaliser, déconstruire ça pour renvoyer plutôt à ce qui peut être la source, l'origine de ces inégalités-là. Merci. Écoutez, je pense qu'on va en rester là. On est à nous nous retrouverons avec Oscar, c'est 14h. 14h pour le Essayez de tourner la caméra comme je disais. Oui, c'est très bien. Juste un mot.